Je m'entretiens avec Richard Vézina, qui vient d'écrire un roman qui, moi, m'a plu énormément. C'est une rencontre entre deux femmes. Mais pour ce qui est du contenu et de la genèse de ce premier roman, je vais laisser la parole à notre ami Richard Vézina pour Chisasibi. Alors, Richard, bonjour et bienvenue. Bonjour. Un premier roman, est-ce que ça fait pas un peu peur? En fait, ce n'est pas mon premier roman. Bon. C'est mon deuxième, je crois. Mhm. Et si je vous résume un peu l'histoire, Oui. peut-être. Mhm. Alors, il s'agit d'une Montréalaise, une infirmière de la Croix-Rouge, qui a une quarantaine d'années et qui a quelques problèmes d'ordre psychologique. Elle se rend à la baie James pour une année pour travailler à l'hôpital, là-bas, un petit hôpital de 25 lits, situé à Chisasibi, justement, une communauté d'à peu près 2000 habitants, située à 1400 km au nord de Montréal. Et elle part pour un an. Et quand elle en revient, un an plus tard, elle est guérie. Elle est métamorphosée, en fait. Ensuite, à sa rencontre d'une jeune Cree qui s'appelle Margaret, qui, elle aussi, a un certain nombre de problèmes personnels. Elle a sa mère se meurt. Son amoureux est disparu au Mexique sans laisser de traces. Et leur rencontre va permettre éventuellement à Bernadette, l'infirmière de Montréal, de guérir suite à sa rencontre. Suite à un événement tragique, en fait, à travers un événement tragique, que la CRI, qui s'appelle Margaret, qui est une infirmière à l'hôpital de Chisasibi, va avoir. Il y a entre ces deux personnages un certain médecin. Et Oui, c'est un médecin qui est, c'est rare, hein, c'est une denrée rare dans le Nord d'avoir plusieurs médecins. Donc, lui a comme une espèce d'emprise sur l'ensemble des habitants de Chisasibi. oui, effectivement, c'est un personnage qui, un genre de Jekyll and Hyde, qui a deux personnalités, qui est un bon médecin, mais qui a aussi quelques problèmes, comme on en rencontre parfois dans notre société. Et sa présence va occasionner un drame tragique, en fait. Un drame, c'est toujours tragique. Un drame qui va avoir des conséquences sur la communauté là-bas. Maintenant, cette rencontre entre ces deux femmes, c'est comme deux cultures qui apprennent à vivre ensemble. Mhm. Je pense d'une certaine façon que c'était votre cas, parce que vous avez vécu dans cette région. C'est ça. Moi, j'étais là-bas de 85 à 89. Donc, il y a quand même plus de 30 ans de ça, là. Cette histoire-là se déroule en 1986. Cette histoire entre ces deux femmes qui vivent ensemble je ne dirais pas une aventure, mais ils vivent des activités. Ils transportent aussi le lecteur, permettent au lecteur de découvrir cette réalité autochtone, des cris. Euh, la nature qui est grandiose là-bas aussi. Alors, à travers leurs activités, qui est de se rendre parfois en forêt, parfois de voir une partie de hockey là-bas, de découvrir le barrage d'Hydro-Québec, Hydro-Québec qui est très présent là-bas. Alors, à travers leurs activités, le lecteur découvre une partie de cette culture qui est très intéressante et aussi cette nature qui est grandiose. On voit Bernadette, cette blanche, aller à la pêche, pas d'accueillir, mais de partager avec cette crie qui aime la chasse, qui aime l'équitation, certaines activités en forêt. Il fait découvrir la beauté du paysage, la splendeur du paysage, le calme, la paix, quoi. La grand-mère de Margaret euh, est sur, bon, elle va pas très bien, sa santé, bon, je pense qu'elle va mourir à tout moment, mais elle veut aller faire ça sur une Oui, île mythique d'une certaine façon. c'est que c'est l'île de Fort-Georges. Avant Chisasibi, avant la création de ce village à la fin des années 70, suite à l'arrivée d'Hydro-Québec là-bas, les Cris demeuraient sur une île qui s'appelait Fort-Georges. C'est un village, en fait, Fort-Georges. Et les Cris étaient attachés à cette île. Ils le sont d'ailleurs toujours aujourd'hui.
Et la mère qui se meurt, va mourir bientôt, décide de mourir là-bas, qui c'est une île, en fait, qui est présentement abandonnée, mais décide de retourner dans son ancien village, dans son ancienne maison, et de passer ses derniers instants là-bas. Alors, c'est une scène assez dramatique pour ses deux enfants, son fils et sa fille, qui acceptent finalement de laisser leur mère quitter ce monde sur cette île-là. Le fils était viscéralement contre le fait que sa mère Oui, est sur cette île. Pourquoi? c'est ça. Il était contre parce qu'il se disait pas pour abandonner notre mère sur cette île, faire mourir de froid, parce qu'il faisait très froid. Mais la fille décide de respecter les souhaits de sa mère et convainc son frère de la laisser mourir sur l'île finalement. Cette île qui est effectivement, comme vous dites, une île mythique à la baie James. Il y a une passion, c'est-à-dire que Magritte a développé une passion pour les chevaux. Oui, Moi, je ne savais pas que les chevaux pouvaient s'intéresser à aller vivre là-bas. Mais c'est à cause de son ex. Hein. Lui était passionné, mais étant donné qu'il est comme disparu dans la brume, en quelque part au Mexique, oui, oui, au Mexique. ça, euh, Voilà. donc sa passion pour les chevaux est demeurée. C'est un peu bon, le remplaçant d'une certaine façon. C'est qu'au début, au départ, les premiers mois du départ, après le départ de son amoureux au Mexique, celui-ci lui écrivait en lui disant qu'il parcourait le Mexique, certaines régions éloignées du Mexique, en cheval. Il faisait de l'équitation, découvrait l'équitation, il aimait ça beaucoup. Et elle, dans le fond, pour se rapprocher de lui, éventuellement peut-être aller le rejoindre là-bas, décide de suivre des cours d'équitation. Et ça devient pour elle un hobby qu'elle adore. Et ce sera une raison pour elle de vouloir développer un ranch HCCB avec des chevaux importés de la Sibérie, des petits Yakoutes, comme on les appelle, qui sont habitués au froid, mais qui sont très vaillants. Alors, oui, c'est un projet qu'elle veut réaliser. Maintenant, vous avez été, Richard, témoin euh, de certaines choses chez les Premières Nations que les gens en général ne connaissent pas. Et je pense entre autres à la cérémonie des petits pas. Qu'est-ce que Oui, c'est ça? c'est une cérémonie, en fait, une initiation du jeune qui a environ 1 an, où il y a au lever du jour, au lever du soleil, la communauté se rassemble pour célébrer cette cérémonie-là, pour la vivre, où le jeune décide, pas décide, mais sort tranquillement accompagné de son père ou de sa mère, dépendant, pour faire les premiers pas sur cette terre crie. Et si c'est un garçon, il sera invité à porter une petite flèche, un arc et une flèche. Et c'est une petite fille, une hache, parce qu'elle s'occupera du bois, la petite fille. Et c'est une cérémonie où les gens, c'est une célébration, en fait, de l'arrivée de ce jeune ou de cette jeune dans la communauté. C'est comme si c'était le début de la vie communautaire de ces enfants-là dans la communauté. Ben justement, euh, chez les Cris, comme chez les Premières Nations, on est en communauté. C'est une société qui s'autosuffit. C'est une société qui, jusqu'à récemment, devait chasser pour manger, devait pêcher pour faire la même chose. Et il y a un mode, et là je vous pose une question concernant votre observation de la chose. Est-ce que c'est en voie de disparition, ça? Ou est-ce qu'au contraire, on valorise ces anciennes pratiques? On les valorise maintenant. J'ai quitté cette région-là il y a plus de 30 ans. Je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui ce qui se passe. Maintenant, dans le cadre de la convention, de la signature de la convention de la baie James, il a été convenu que les personnes, les familles qui désiraient aller à la chasse et vivre en forêt un certain nombre de mois par année recevaient un certain montant d'argent pour ce faire. Donc, c'était une façon de permettre aux chasseurs, aux trappeurs surtout, c'était des trappeurs aussi, de continuer à pratiquer ce métier. Et j'ai l'impression que ça se poursuit encore aujourd'hui. C'est pas perdu. C'est pas perdu, selon Non, vous. c'est pas perdu, j'en suis certain.
Moi, j'ai le sentiment, pas qu'il y a une revalorisation de tout ça. Puis, il y a une reconnaissance maintenant de plus en plus forte des Premières Nations, quelles que soient leurs origines. Mais il demeure que c'est un sujet qui est un peu mystérieux. Et là, on se rend compte, avec l'apparition des différents auteurs des Premières Nations, des gens dans les visuels des Premières Nations, même en théâtre, en danse et tout ça, il y a plein de valorisation. Et j'imagine qu'en quelque part, ça doit vous plaire, ça doit vous faire plaisir, non? Absolument, parce que je crois que un peuple se développe par sa création. Et on voit effectivement de plus en plus de chansonniers, de danseurs, même de cinéma. On voit des cinéastes maintenant dans le monde autochtone. Et je pense que nous avons tout intérêt à garder, à développer des liens avec ces communautés-là, parce que je crois sincèrement qu'elles ont beaucoup à nous apprendre. Moi, personnellement, c'est une expérience qui m'a changé beaucoup. D'ailleurs, il n'y a pas 3 mois qui passent sans que je rêve encore de Cécibi. Ça m'habite toujours. Et j'y ai trouvé le calme, une forme de sérénité. Ce qui est différent d'avec nous, c'est le rythme. C'est un rythme où les gens, moi, je me suis fait dire souvent, mon gars respire par le nez. Alors donc, apprendre effectivement à respirer, à saisir la beauté de cet endroit, c'est le calme. Et moi, c'est une expérience que je souhaite à tout le monde. C'est un peu ce qui est arrivé à Bernadette, qui est allée passer une année là-bas comme infirmière. Et Ouais. vous disiez tout à l'heure qu'elle est revenue changer. On s'en rend parfaitement compte à la lecture de votre livre, que c'est ça qui se passe, hein, vraiment. On va se baigner dans une culture qui nous est en grande partie inconnue et on revient de là enrichi. Effectivement, oui. Et vous êtes bien reçus aussi par ces gens-là. Ils vous acceptent en autant que vous êtes à leur écoute, et que vous pouvez saisir leur genre de sagesse qui est peut-être un peu différente de la nôtre. Qu'est-ce que ça vous apporte finalement, Richard Vézina, d'avoir accouché de ce livre chez Sassibi, qui veut dire rivière, soit dit en passant, La Grande Rivière, la grande rivière? oui. Est-ce que, bon, vous en êtes où par rapport à cette écriture-là? Est-ce que ça vous projette, est-ce que ça règle une chose, soit l'écriture ou autre, ou est-ce que ça vous donne le goût de continuer de fouiller ça davantage? Non, moi, je voulais témoigner de mon expérience là-bas à travers des personnages fictifs. C'est une fiction. Ce n'est pas une autobiographie, c'est une fiction qui s'inspire de ce que j'ai vécu, bien sûr. Mais le personnage de Margaret, cette belle personne, généreuse, qui a du cran, qui est autonome, indépendante, c'est une personne que j'ai connue là-bas qui m'a inspiré son personnage, qui m'a donné l'idée de développer ce personnage-là et d'en parler. C'est une secrétaire que j'ai connue là-bas, qui était dans la quarantaine, en fait, excuse-moi, dans la trentaine, qui partait pendant des jours seule en forêt chasser le caribou. Elle n'avait pas peur. Et elle revenait le dimanche, la plupart du temps, avec des pièces de viande de caribou qu'elle distribuait aux aînés du village. C'est ça. Ça, j'ai vu, cette personne-là m'a beaucoup marqué. Je la trouvais authentique, généreuse et sans peur. Je dirais même sans reproche. Richard Vézina, j'ai passé quelques bonnes heures à lire chez Sassibi et j'en souhaite autant pour les gens qui nous regardent et qui nous entendent. C'est publié chez Carte Blanche, les éditions Carte Blanche. Et c'est vraiment un très bel objet parce que j'aime bien la page couverture. Qui est l'artiste qui a finalement réussi ça? En fait, c'est une photo Ouais. d'un type qui travaillait là-bas, dans le temps que j'étais là-bas. C'est une photo. C'était un très bon photographe. René Proux, qu'il s'appelait. Ben, Richard Vézina, merci pour cet entretien et bonne continuité dans l'écriture ou ailleurs. Je vous remercie, M. McKay. C'est un plaisir. Au revoir.